Pourquoi les hélicoptères d'évacuation sanitaire au Vietnam avaient-ils 3 fois plus de risques d'être abattus? Pourquoi? Un membre d'équipage sur 3 devenait-il une victime alors qu'en théorie, ils étaient non combattants? Voici l'histoire du dust-off et pourquoi c'est devenu l'un des rôles les plus difficiles et les plus dangereux de toute la guerre. La guerre du Vietnam était différente de toute autre guerre dans laquelle les États-Unis se sont engagés. Oui, ils ont connu la guerre dans la jungle pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, et ils avaient une expérience similaire de la guerre de Corée, mais le Vietnam était encore quelque chose de nouveau en termes de terrain, et surtout l'échelle et l'intensité du combat. Des jungles épaisses à triple canopée, des plaines marécageuses et des montagnes escarpées étaient tout simplement impossibles pour n'importe quel véhicule. Et là où il y avait quelques routes, il était difficile de les protéger des embuscades ennemies. Elles étaient encore loin des patrouilles ou des bases où les pertes étaient les plus susceptibles de se produire. À cause de cela, les hélicoptères étaient l'outil le plus approprié pour y mener la guerre. Et bien sûr, le meilleur moyen d'évacuer rapidement les soldats blessés directement vers les hôpitaux d'évacuation. Ce concept a été essayé pour la première fois en Corée, mais le Vietnam en serait connu. Et vous comprendrez bientôt pourquoi. En avril 1962, le 57e détachement médical a été déployé au Vietnam avec 5 hélicoptères ambulances UNOA et ils étaient sur le point d'être testés à une nouvelle échelle. Ils ont rapidement obtenu leur célèbre surnom de Dust-Off. Inventé parce que les hélicoptères s'approchant pour récupérer les blessés se posaient brièvement pendant que les victimes étaient chargées et le souffle du rotor soulevé. Des nuages de poussière. Au début, c'était juste informel, mais c'est ensuite devenu officiellement accepté comme indicatif d'appel. Chaque hélicoptère Dust-Off était piloté par un équipage de 4 personnes composé du pilote et du copilote. Et à l'arrière, un médecin et un chef d'équipage. La plupart d'entre eux étaient au début de la vingtaine et beaucoup à peine sortis de l'entraînement avant d'être jetés dans des sauvetages de combat quotidiens. Ils devaient donc apprendre presque tout sur le tas. Les pilotes devaient utiliser des tactiques difficiles pour éviter le feu, comme le vol à basse altitude, les descentes en tire-bouchon dans des zones d'atterrissage chaudes, ou les atterrissages sur un seul patin sur des pentes ou des rizières, et bien sûr, voler de nuit avec des fusées éclairantes. Le major Patrick Brady, par exemple, a une fois utilisé une ruse intelligente quand une unité avec de nombreuses victimes était coincée dans une vallée et sous un feu de mortier intense. Il leur a ordonné de préparer les blessés à l'extrémité nord de la piste et de les avoir prêts à être chargés. Il a ensuite atterri à l'extrémité sud et a attendu que l'ennemi puisse régler les mortiers sur lui. Quand ils ont commencé à tirer, il s'est déplacé à l'autre bout, a récupéré les blessés et est parti. Au début de la guerre, la présence américaine au sol était encore faible et la majorité des combats lourds étaient menés par l'armée sud-vietnamienne soutenue par les États-Unis. Donc la plupart des patients au début étaient des troupes de la RVN ou même des civils pris dans les tirs croisés. Mais cela a rapidement changé lorsque les unités terrestres américaines sont arrivées et que la guerre s'est intensifiée. Les tactiques et procédures étaient encore en train d'être testées et élaborées, mais le concept était plus que prometteur. Un soldat pouvait être sur la table d'opération en moins de 30 minutes après avoir été blessé, ce qui était inouï, et a établi une norme complètement nouvelle dans l'histoire de la guerre. Avant cela, l'évacuation se faisait principalement par ambulance et avant cela sur des charrettes tirées par des chevaux. Maintenant, être transporté par avion à l'hôpital était quelque chose d'entièrement nouveau. En fait, les statistiques disent que les dust-off livraient en moyenne le patient en 33 minutes de la blessure à l'hôpital et la chance de survie de se livrer dans ce délai était de 99%. Pendant la guerre du Vietnam, le concept de l'heure d'or est né, qui est devenu l'objectif que les équipages d'évacuation sanitaire visaient, car dans cette fenêtre de temps, les chances de survie étaient les meilleures. Cependant, tout ne serait pas agréable et facile, et les équipages Dust-Off ont payé ce taux de survie avec une chance beaucoup plus élevée d'être abattus, surtout quand l'ennemi décidait de ne pas respecter la Grande Croix-Rouge, qui était censée marquer les hélicoptères comme non combattants. Ici, nous devons mentionner le major Charles Kelly, qui a largement façonné les unités Dust-Off et est lui-même devenu une légende du Dust-Off. Il était déterminé à ne jamais laisser de victimes derrière, peu importe le danger pour eux. Il a eu plusieurs alertes extrêmes dans ses missions où il a tout fait pour sauver les blessés et a complètement ignoré sa propre sécurité jusqu'à ce qu'un jour, le 1er juillet 1964, il pilote son Dust-Off dans un feu ennemi intense pour sauver un conseiller américain blessé et des troupes sud-vietnamiennes. Les forces au sol lui ont conseillé de ne pas tenter d'atterrir car le feu était trop intense. Mais Kelly a refusé avec la réponse qui est devenue célèbre et la devise des unités Dust-Off, disant « Quand j'ai vos blessés ». Quelques instants plus tard, une balle a touché Kelly directement au cœur alors qu'il était aux commandes de l'hélicoptère.
Il a réussi à maintenir l'hélicoptère en vol stationnaire pendant quelques secondes avant qu'il ne bascule et s'écrase, mais son équipage a survécu d'une manière ou d'une autre. Il a reçu à titre posthume la Distinguished Service Cross. Et il a établi la norme pour ce que les équipages Dust-Off allaient bientôt faire. Ne jamais refuser la mission et toujours mettre la sécurité des blessés en premier. Maintenant, il était reconnu que c'était le meilleur moyen d'évacuer les blessés. Et parce qu'ils étaient très rapidement en forte demande, le commandement américain a commencé à déployer plus d'hélicoptères médicaux dédiés. Les tactiques s'amélioraient également, comme l'innovation d'équipement la plus importante, le treuil de sauvetage. Au début, l'hélicoptère ne pouvait évacuer les blessés que là où ils pouvaient réellement atterrir, et c'était difficile à faire dans la jungle. Donc pour éviter de forcer les troupes au sol à trouver une zone d'atterrissage chaque fois qu'elles avaient une victime dans un terrain difficile, les Dust-Off planaient au-dessus de la jungle et descendaient un treuil de sauvetage. Cependant, cela s'accompagnait au début d'un large éventail de problèmes jusqu'à ce que le soi-disant pénétrateur de forêt soit développé. Les premiers modèles de treuil se bloquaient ou même cassaient les câbles pendant les levages, comme si la journée de la victime ne pouvait pas être déjà assez mauvaise. Au lieu d'une civière en toile, le pénétrateur de forêt était fait sous la forme d'un siège métallique mince qui pouvait glisser entre les branches et était beaucoup plus efficace. Les treuils étaient difficiles à utiliser pendant toute la guerre, mais ils ont sauvé des milliers de vies. Le plus gros problème avec eux, cependant, était que statistiquement, ils étaient 7 fois plus susceptibles d'être touchés pendant les extractions par treuil. Parce que l'hélicoptère restait immobile et planait au-dessus des teintes des arbres, le rendant clairement visible à quiconque au sol et très vulnérable même aux armes légères. Début 1965 a ensuite marqué un tournant dans la guerre du Vietnam lorsque le Viet Cong a lancé une attaque majeure sur Pleiku. Les États-Unis ont répondu par des frappes aériennes et en quelques mois, les unités de combat terrestres américaines sont passées de quelques milliers à plus de 180 000. Alors que la guerre battait maintenant son plein, les Dust-Off allaient être nécessaires plus que jamais et également ciblés plus que jamais. Ils allaient bientôt courir d'un incident avec perte massive à un autre alors que de grandes batailles éclataient. Fin 1967, plus de 100 hélicoptères d'évacuation sanitaire étaient au Vietnam, et la scène était prête pour l'année la plus difficile de la guerre. À leur apogée, les unités Dust-Off effectuaient jusqu'à 400 missions par jour à travers le Vietnam. Lorsque l'offensive massive du Tet a été lancée en janvier 1968 et que les forces communistes ont attaqué des villes et des bases dans tout le Sud-Vietnam, les Dust-Off allaient faire face à leur plus grand test jusqu'alors. Le nombre de victimes était tout simplement écrasant. Et ce n'étaient pas seulement des soldats américains blessés. Les Dust-Off évacuaient les troupes sud-vietnamiennes alliées et les civils malheureux pris dans les tirs croisés. Ils atterrissaient dans des rues étroites pendant les combats urbains ou dans des zones d'atterrissage imprévisibles dans la jungle et souvent sous un feu ennemi intense. Par exemple, en seulement 12 jours pendant l'offensive communiste, les Dust-Off ont évacué plus de 8000 victimes avec seulement 64 hélicoptères, dont 40 ont été touchés par le feu ennemi. Les équipages travaillaient en équipe de 12 heures, et il n'était pas rare qu'ils volent tout le temps, se ravitaillant à chaud et ne se posant que pour charger et décharger les blessés. Les infirmières dans les hôpitaux d'évacuation leur donnaient des sandwichs ou des biscuits par la fenêtre à manger en vol, car parfois il n'y avait tout simplement pas le temps. Et avec pas assez d'hélicoptères ou d'équipage, ils devaient continuer à voler. Le stress cumulatif de telles opérations était inimaginable, et les Dust-Off avaient en fait les cas les plus graves de SSPT. Juste voir tant d'horreurs à tant de niveaux briser l'esprit humain. On ne peut pas le décrire ici en détail, mais on dira juste qu'ils atterrissaient leurs hélicoptères dans des rivières peu profondes pour laver l'intérieur. Et on laissera votre imagination faire le reste. L'année 1969 a été le pic de performance du Dust-Off. Durant cette seule année, plus de missions ont été effectuées et plus de patients déplacés que dans n'importe quelle autre année du conflit. Les Dust-Off prenaient généralement 2 patients sur le même trajet, mais dans des cas désespérés, qui n'étaient pas si rares, ils surchargeaient leurs oiseaux avec des centaines de kilos de poids pour lesquels ils n'étaient pas conçus. Les pilotes luttaient pour garder l'hélicoptère en vol, comme ils le disaient, en sautillant comme un lapin pour construire une portance translationnelle pour rester en l'air. Dans une évacuation chaotique, un Y Dust-Off, prévu pour 11 passagers maximum, a d'une manière ou d'une autre décollé sous le feu avec 32 soldats de la RVN paniqués, la plupart d'entre eux même pas blessés, s'accrochant à l'hélicoptère juste pour s'éloigner de l'échange de tirs. Une chose troublante était que le Viet Cong et les Nord-Vietnamiens se réglaient souvent sur les fréquences radio américaines, faisant de soi-disant appels fantômes pour demander de l'artillerie sur les positions américaines ou pour attirer les hélicoptères Dust-Off.
Apprenant des Américains capturés ou en écoutant le trafic radio, ils demanderaient un dust-off en anglais exactement de la même manière qu'une unité américaine le ferait. Donc, les équipages dust-off n'étaient pas toujours sûrs de qui était au sol jusqu'à ce qu'ils soient bien à portée de fusil. Quand un dust-off approchait, le pilote demandait à l'unité au sol de faire éclater de la fumée pour les localiser. Et parfois, l'unité au sol annonçait la couleur de sa fumée. Bientôt, il y aurait quelques fumées à différents endroits, ce qui signifiait que l'ennemi écoutait et essayait de confondre et d'attirer le dust-off vers la mauvaise zone d'atterrissage. Le pilote du dust-off disait alors à l'unité au sol de faire éclater de la fumée sans dire la couleur. Et une fois qu'il la voyait, il demandait si c'était la bonne. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi ils étaient attaqués. Même s'ils étaient marqués de la Croix-Rouge, et qui n'auraient pas dû être ciblés selon la Convention de Genève. Eh bien, voilà. Selon la Convention de Genève, les véhicules médicaux sont protégés seulement s'ils sont utilisés exclusivement à des fins médicales et ne survolent pas des zones tenues par l'ennemi sans accord et préalable. Le Vietnam étant une guerre sans ligne de front ou règles standards, c'était impossible à remplir. Donc la Croix-Rouge ne les protégeait pas. En plus de cela, étant donné le fait que les États-Unis utilisaient l'agent orange et effectuaient des missions de bombardement discutables, c'était quelque peu compréhensible que l'autre camp ne suive pas ces règles de chevalerie de la guerre. Les dust-off étaient censés être non armés, mais comme leur Croix-Rouge était ignorée, ils portaient généralement des armes personnelles. Dans certains cas, ils enlevaient même les croix et ajoutaient des mitrailleuses pour la protection pendant les missions dans les zones jugées trop chaudes. Une chose bizarre était que les ennemis capturés blessés étaient parfois évacués avec les soldats américains et traités de la même manière, malgré avoir été en combat contre eux seulement quelques instants auparavant. Pendant ce temps, le dust-off a reçu sa première Medal of Honor, la plus haute distinction militaire aux États-Unis. Le major Patrick Pat Brady a effectué une série extraordinaire de sauvetage, extrayant les blessés bloqués dans un champ de mines et sous un feu de sniper intense. Quand les tentatives d'évacuation sanitaire précédentes ont échoué, il s'est porté volontaire pour y aller, volant dans le champ de mines et activant même une mine avec une pierre lancée par le souffle du rotor qui a endommagé l'hélicoptère. Brady est retourné en boitant à la base la plus proche, a sauté dans un deuxième hélicoptère et a continué sa mission volant directement dans le combat encore et encore. Puis, quand le deuxième hélicoptère a été gravement touché, que pensez-vous qu'il ait fait ? Il en a trouvé un troisième et a continué à voler en dust-off. À la fin de la journée, lui et son équipage avaient sauvé 51 hommes grièvement blessés, les extrayant littéralement de l'échange de tirs. Peu de temps après, le Chief Warrant Officer Michael Novosel a gagné sa Medal of Honor. Il était en fait un pilote de bombardier de la Seconde Guerre mondiale qui est sorti de sa retraite pour piloter des dust-off au Vietnam aux côtés de son fils, quand il a reçu un appel qu'une unité coincée avait de nombreux blessés. Le pilote de 47 ans a effectué plus de 10 extractions extrêmement dangereuses en une période de 2h30, évacuant groupe après groupe de blessés tout en essuyant un feu intense. Au moment où il a terminé, il avait sauvé 29 soldats alors que son hélicoptère était criblé de balles et volait essentiellement sur la pure volonté et compétence de Michael. Maintenant, je pense qu'en parlant du dust-off, nous devons mentionner les hôpitaux d'évacuation aussi car ils étaient un maillon de chaîne très important pour sauver les blessés. Les blessés seraient livrés ici d'abord pour être stabilisés et ensuite, de là, ils iraient dans les hôpitaux les mieux adaptés pour le type de leurs blessures et les opérations nécessaires. Je vais vous dire quelque chose tiré d'un livre que je recommande vivement, Home Before Morning de Linda Van Deventer. Elle était infirmière dans un hôpital d'évacuation au Vietnam et elle a décrit son travail de première main. Comment tout se présentait quand les dust-off arrivaient avec des pertes massives. Ces descriptions sont difficiles à lire et expliquent vraiment les horreurs de la guerre d'une manière qu'on ne peut même pas mentionner ici sur YouTube sans que la partie vidéo soit retirée. La chose qui m'a le plus frappé, cependant, est à quoi ressemblait le tri des patients quand les dust-off arrivaient. En cas de perte massive, comme lors de plus grands engagements, des dizaines de patients critiques arriveraient en quelques minutes, parfois jusqu'à 200 ou 300 en une seule journée, avec des dust-off attendant en ligne pour se poser et décharger ce que Linda appelait du fret humain endommagé, puis repartant directement dans des batailles en cours pour en chercher davantage. Et maintenant, parce qu'ils n'avaient pas les ressources et le temps pour traiter toutes les victimes également à la fois, et certains nécessitaient une aide immédiate pour survivre, les patients étaient triés lors du déchargement en 3 catégories. La première était immédiate, ce qui signifie que ces patients avaient une chance de survivre, mais seulement s'ils étaient aidés tout de suite. C'étaient ceux qui allaient sur la table d'opération en premier. Le deuxième groupe était appelé retardés, ceux qui pouvaient attendre, comme les patients sans saignement majeur ou des blessures qui n'étaient pas mortelles sur le moment. Le troisième groupe était les expectants.
Ceux-ci n'étaient pas complètement au-delà de l'aide, mais ils avaient de si minces chances de survie qu'aider l'un d'eux prendrait le temps nécessaire pour sauver plusieurs patients du groupe immédiat. Donc, on leur donnait un soulagement de la douleur et littéralement laissait mourir sans aucune aide à part un peu de réconfort dans leurs derniers moments. C'était la procédure standard quand les pertes massives atteignaient la base. Et peu importe à quel point cela semble troublant, c'était simplement la façon de donner au plus grand nombre de personnes une chance de survivre. Et gardez à l'esprit que ces travailleurs médicaux devaient littéralement jouer à Dieu, décidant qui irait dans quelle catégorie. C'est quelque chose avec lequel ils ont dû vivre pour le reste de leur vie, et c'est décrit en détail dans ce livre que vous devriez lire seulement si vous avez l'estomac solide. Linda a également raconté comment des gamins de tout juste 20 et 1 an pilotaient des hélicoptères de Stoff, parfois même touchés et refusant l'aide, reprenant des oiseaux à peine en état de vol vers le combat pour sauver autant de personnes qu'ils le pouvaient. Beaucoup d'entre eux, elle ne les a jamais revus. Pendant la guerre, les Dustoff ont évacué environ 900 000 victimes au Vietnam. Et avant que vous ne commenciez à faire les calculs, fait intéressant, environ la moitié de ce nombre étaient des soldats vietnamiens ou des civils. Les équipages Dust ont payé un grand sacrifice. Mais comme vous venez de le voir, ils ont sauvé des centaines de milliers de personnes en suivant les derniers mots tristement célèbres du Major Kelly.